Et je me disais, ouais, c'est ouf, imagine avoir une médaille olympique, etc. Et une fois que c'est moi qui l'ai eu, bah pour moi, c'était pas aussi gros que ce que j'avais vu à la télé. Ok, ouais. Comme si j'étais pas légitime, entre guillemets, parce que je suis que moi. Je pense que j'ai fait un peu un burn-out après les JO. Et en fait, quand on est dedans, on a peur en fait d'en parler. Mais on se dit peut-être c'est pas nous, peut-être on est folle, on se fait des idées. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents vraiment à l'écoute. Une femme qui fait un sport de haut niveau, on doit se dire ouais, vite fait, un sport vite fait, ça doit être facile. Hello Kayla, bienvenue dans le format 22h22. Merci. Dans ce petit décor camping. Est-ce que déjà, cette ambiance camping, est-ce que peut-être ça te rappelle des souvenirs, ça t'évoque quelque chose ou pas? Non, j'ai rarement fait du camping, ouais, mais c'est cocooning, donc moi j'aime tout ce qui est cocooning. Ce qui est un peu confession au coin du feu, ouais, tout c'est ça. Exactement. Alors, on t'a découvert comme beaucoup pendant les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui seraient passés à côté du phénomène Kayla, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Kayla Nemours, j'ai 18 ans, bientôt 19. Je fais de la gymnastique artistique féminine de haut niveau, donc les compétitions internationales, etc. Je suis championne du monde et championne olympique en 2024. Rien que ça. On va commencer, on va revenir sur ton enfance. Elle était comment, la petite Kayla Nemours? Hyper actif, toujours à bouger partout, à vouloir faire plein de choses. J'ai des vidéos de moi où, là je parle de gymnastique, mais où ma maman me faisait essayer des justes au corps, où je mettais le matelas dans la chambre et je bougeais partout. Ou même si c'était pas du sport, je demandais à ma grande sœur de me faire des petites fiches d'exercice, parce que je voulais faire des devoirs. Ok. En plein week-end, non, j'ai toujours été cette petite fille qui veut faire plein de choses, qui veut bouger et voilà. L'envie d'apprendre aussi. Ouais, exactement. Toujours. Et dans ta famille, du coup, c'était un peu comment? Vous étiez combien à la maison, par exemple? Alors, quand j'étais petite, nous étions 7. Ah oui, grande famille. Ouais, c'est ça. Et je suis la petite du milieu. J'ai une grande sœur, un grand frère, je suis au milieu et ensuite j'ai un petit frère et une petite sœur. Pour aller un peu avec ton hyperactivité, tu as commencé la gym, tu avais 4 ans. 4 ans. Ce qui est très jeune. Oui. Et alors ta maman était présidente du club. Est-ce que c'est elle qui t'a inscrite à la gym? Est-ce que c'est toi qui es voulu? Comment t'es rentrée dans ce milieu de la gymnastique? C'est ma mère qui m'a inscrite parce qu'en fait ma grande sœur, donc elle a 7 ans de plus que moi, elle était déjà dans la salle de gym, déjà en train de faire de la gym. Donc ma mère elle s'est dit je vais la mettre aussi, c'est une affaire de famille, quoi. Exactement, on est tous passés par la salle de gym, tous. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport tout de suite? Qu'est-ce qui t'a un peu marqué? Alors, je pourrais pas dire, parce que ça m'a pas vraiment marqué quand j'étais petite. J'ai pas trop de souvenirs, surtout à 4-5 ans. Mais en fait, ça s'est vu tout de suite. Je faisais déjà de la gym, comme je disais, je sortais le matelas du lit, je faisais de la gym. Mais chaque week-end, à chaque fois que j'étais pas à l'école ou pas à la gym, je voulais quand même faire de la gym. Je revenais. Je m'en souviens même que vers l'âge de 9-10 ans, j'avais demandé à faire le dimanche en plus. Enfin, le samedi aussi avec ma grande sœur qui faisait le samedi parce qu'elle était en fédérale. Moi j'avais demandé en plus de faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'avais demandé à faire le samedi aussi. Que le samedi off en fait finalement. C'est ça. On peut se reposer un peu. Ouais. Et encore si je faisais pas la gym à la maison. Oui, bah oui, si on sortait pas le matelas pour faire les acrobaties. Et à partir de quel moment tu t'es dit ok, je veux en faire mon métier, je veux me professionnaliser dans la gym? Alors on peut pas trop dire que la gym c'est un métier. Parce que c'est pas un sport professionnel où on peut gagner sa vie avec ça jusqu'à 40-45 ans. Pas possible. Enfin, en tout cas, il y a des exceptions, mais c'est très 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 rare. Pourquoi juste ce serait pas possible? Au niveau du corps. Okay. En fait, quand on fait de la gym de haut niveau, on s'entraîne 2 fois par jour, 30 heures par semaine. Et au niveau du corps, rien qu'à mon âge, il en prend déjà un sacré coup. Donc aller jusqu'à tard, c'est pas possible. Ouais. Je dirais que vers l'âge de mes 10 ans, je rentre dans le haut niveau. Donc c'est là où j'ai commencé à rentrer en élite, à faire des compétitions internationales, etc. Mais où vraiment je peux me dire que je suis capable de faire quelque chose, un vrai gros résultat, c'est un peu récent, je pense que c'était en 2023. Okay. 2022-2023, où vraiment j'ai réalisé que je pouvais vraiment peut-être faire quelque chose de grand. Parce que du coup, tu le voyais un peu comme du loisir avant du coup 2022-2023 Non, parce que je faisais quand même des compétitions à l'international, etc. Donc c'était pas du loisir, mais en fait je me rendais pas compte de mon niveau. C'est-à-dire que ma famille, les gens qui me suivent en compétition me disaient vraiment
vraiment t'es forte. Moi, j'étais en mode, bah, comme tout le monde. Enfin, voilà. Et c'est vraiment, du coup, quand j'ai vu par rapport à mes notes en compétition et par rapport, du coup, aux résultats des plus grandes, en 2023, que je me suis dit, ah oui, en fait, je peux vraiment peut-être faire quelque chose. Ouais, c'est à ce moment-là que tu as eu le déclic C'est ça. mais parce que tu n'avais peut-être pas forcément confiance en toi avant, quand du coup on te disait, mais t'as les notes, Ouais. t'as la technique, Exactement. t'as tout. Et c'était un manque de confiance peut-être en toi? Bah oui, en fait, je savais que j'étais bonne à la gym, que je travaillais dur, etc. Mais pour moi, j'étais comme tout le monde. Enfin, et je suis comme tout le monde, hein. Mais je pensais pas avoir un niveau aussi haut. Pour revenir un tout petit peu avant 2022-2023, au niveau de ta scolarité, parce que j'ai lu que du coup tu t'es en horaire aménagé. Ouais. Est-ce que du coup c'était sport-études? Ouais, c'est ça. Ok. À partir du CM2, Oui. à partir du CM2, je commençais à quitter l'école à 15h au lieu de 16h. Donc on venait me chercher, voilà, je loupais 1 heure, ça va. Ensuite, 6e, 5e, je crois que je quittais vers 14h, je quittais les cours. Et ensuite, 4e, 3e, je quittais à midi. Et ensuite, après la 3e, quand j'ai eu mon brevet, j'ai commencé l'école à la maison. Où là, vraiment, pour les JO, les championnats du monde, je me suis mis à la maison pour vraiment prendre le temps de récupérer entre les entraînements, pouvoir gérer si je suis un peu plus fatiguée ce jour-là, bah, je fais un petit peu moins d'école, voilà, gérer mon emploi du temps en fonction de mon état. Et est-ce que parfois il y avait un impact sur tes notes, peut-être la fatigue à l'école, où tu arrivais à tout gérer? Bah, c'est vrai qu'à l'école, c'était un peu compliqué parce que je me souviens que j'arrivais à 8h30 à l'école et je m'endormais, quoi. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Jamais je pensais que ça pouvait m'arriver dans ma vie. Je me suis endormie en classe. Ça se fait tout seul, quoi. J'étais tellement fatiguée que ça se faisait tout seul. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été toujours hyper forte à l'école. J'ai pas des 20, etc. Mais j'avais des bonnes notes pour que ça suffise. Et moi, ça me correspond plus l'école à la maison. Quand j'ai commencé l'école à la maison, donc le CNED, en fait, j'ai tout de suite eu des meilleures notes. Je suis plus motivée quand c'est moi qui me dis, bon, ok, là, je travaille. Là, je dois apprendre ça, moi, j'apprends ça à fond. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis c'était plus dans ton rythme aussi, un peu avec la gym et tout. Exactement. Pour gérer. Ouais. Et c'était quand ton premier titre? Et c'était pour quelle compétition? Alors, mon premier titre, il me semble que c'était en 2019, c'était les championnats de France élite. Ensuite, à l'international, je crois que c'était la même année, en 2019, où j'avais gagné un tournoi international entre 4 pays. Et j'avais gagné en équipe, en individuel et aux agrès aussi. Ah oui, partout. T'étais partout. J'étais trop contente. Et comment tu l'as vécu? Surtout ce premier titre international. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Pour la compétition, déjà, j'étais très, très, très stressée. C'était ma première compétition. En plus, c'était ma première compétition internationale. Ah oui, donc t'arrives, première, tournoi, je rafle tout. Premier tournoi, j'étais très stressée, donc je me suis donnée à fond, etc. Mais c'est vrai que quand on a su déjà qu'on avait gagné en équipe, mais on était folles de joie. Vraiment, on était folles de joie, je me rappelle ce moment. On a même une photo où on est tous choqués. Et en individuel aussi, j'ai été surprise. Moi, je savais pas. Donc j'étais surprise, mais j'étais trop contente, vraiment trop contente. Et tu voulais que ça continue sur cette ouais, bah ça m'a bien lancée. motivée, ouais, et je me suis dit bah le travail il paie, et donc je vais continuer à travailler dur pour faire d'autres médailles. Alors ces mêmes années-là, donc 2018-2019, si je ne me trompe pas, t'as connu ta première blessure? Alors j'ai eu une ostéochondrite au coude gauche. En fait, c'est le cartilage qui se casse et donc on peut avoir des morceaux qui se baladent. Et j'avais un morceau, moi, qui du coup me faisait souffrir à l'entraînement. D'accord. Et donc on a passé des IRM, etc. Donc on a vu ça. Et le chirurgien a dit qu'il fallait opérer. Donc j'ai eu une opération très très vite. C'est-à-dire que je suis allée à l'hôpital le jeudi. On m'a dit tu te fais opérer mardi. Ah oui. Direct. Donc moi c'était ma phobie, l'opération. Ah ouais. Donc j'ai paniqué, j'ai dit non c'est trop tôt, je suis pas prête mentalement. Mais ouais, je m'en souviens que je suis allée au bloc en pleurant tellement j'avais peur. Je stressais. T'avais peur du de cadre l'opération, ou ouais, de l'opération, oui, parce que ça marche pas ou... Non, je savais qu'il fallait qu'on endorme, qu'on allait m'ouvrir. Ça me faisait vraiment trop stresser. Au final, ça s'est super bien passé. Voilà, et je suis restée 1 semaine en gouttière et puis après j'ai fait la rééducation, etc. Et après deuxième blessure, j'aime pas dire blessure parce que je me suis pas blessée sur le coup. D'accord. Ouais, ça a été une décision de me faire opérer des 2 genoux. Pareil, ostéochondrite, donc exactement le même problème, le cartilage qui craque et des morceaux qui sont partout. Au genou, c'était vraiment douloureux, le coude aussi, mais le genou, ça a duré assez longtemps et c'était douloureux. Et
J'étais arrivée à un stade où il fallait faire quelque chose très 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 rapidement. Et donc c'était soit maintenant, et bah, il y avait une possibilité que je n'ai plus mal pour les JO, etc. Soit je pouvais attendre les JO, D'accord. mais du coup là, on ne garantit pas que je vais pouvoir continuer jusqu'au jeu. Donc j'ai pris la décision de me faire opérer bien avant. Au moins on tente. Très bonne Et décision. Vu la suite, du coup. oui, c'est ça. Et puis ça a bien fonctionné et voilà, je suis contente quand même d'avoir pris cette décision. Et est-ce que tu sais d'où elle vient, du coup, cette ostéochondrite, Bah, je dis oui, bien. c'est ça. Ouais. Bah, c'est pathologique en fait. D'accord. Dans tous les cas, je l'aurais eu. Mais je pense que, c'est même sûr en fait, si j'avais fait de la gym ou pas. C'est juste qu'en fait, la gym de haut niveau a accéléré. Donc ça l'a fait venir beaucoup plus vite et beaucoup plus mal entre guillemets. Ok, d'accord. C'est une maladie de croissance. Donc en fait, c'est quand on est jeune que bah, du coup, en fait, oui, les cartilages, les os, ils changent. Et en fait, vu qu'on fait de la gym de haut niveau, ça, bah, on les sollicite beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que ça fait ça. Est-ce que tu as douté de un peu la suite de ta carrière, de te dire, bah, ça va peut-être m'impacter, peut-être qu'il y a des mouvements où j'aurais du mal à les faire? Quand j'ai eu le coup, non, pas vraiment, parce que j'étais assez petite, je crois que j'avais 12 ou 13 ans. Ok. Donc je m'en rendais pas forcément compte. Je savais que bah, j'étais blessée, que j'avais mal, mais en soi, ça a duré entre le moment de l'opération et la reprise où j'ai pu reprendre doucement, c'était peut-être un mois et demi, c'était vraiment rapide. En revanche, pour les genoux, ouais, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu des peurs. Forcément, quand moi j'ai fait 8 mois d'arrêt, donc, et puis là j'avais 14 ans je crois, j'étais sur mes années de 15 ans. Donc forcément là à ce niveau-là et à cet âge-là, quand on arrête, c'est plus dur de reprendre. Et je me disais est-ce que je vais réussir? Enfin, je m'en souviens que j'étais assise dans la salle de gym, j'avais mes attelles. Ouais. Et je me suis dit punaise, est-ce que je vais refaire un jour du sol? En même temps, c'est normal quand on est blessé et qu'on a mal sur le moment, on se dit c'est pas possible que je fasse du sol. Mais vraiment, je me disais comment je vais faire, même pour reprendre au bar, en poutre, enfin, est-ce que je retrouverai vraiment mon niveau d'avant, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es sentie soutenue par les filles avec qui tu étais dans le club, tes entraîneurs, les médecins, ta famille? Ma famille, ouais, m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Mes amis aussi. Après, c'est délicat parce que ça a duré longtemps, mais ma famille et mes amis, oui, ils étaient vraiment derrière moi. Et quand j'avais des moments de craquage, j'allais les voir et ils voyaient et ils me disaient mais si... En fait, on me disait prends le temps. En fait, ils se reconstruisent tout seuls. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arrêts. Donc en fait, il faut juste être patient. Je pense que mon cerveau, il se disait en fait dès que j'aurai l'autorisation, je pourrais reprendre direct. Mais non, il faut de la patience et de la rééducation et tout ça. Et voilà. J'ai bien géré. Je pensais que ça allait vraiment durer très longtemps. Quand on m'a annoncé 8 mois, j'étais en mode... Mais j'avais pas le choix de le faire. Mais finalement, au bout des 8 mois, je me suis dit, punaise, en fait, c'est passé vite, en fait. C'était dur, mais c'est passé vite. Bah, c'est sûr qu'en plus, quand t'es sportif, que t'as l'habitude, en Oui. plus, du coup, toi qui t'entraînes quasiment tous les jours, c'est vrai que se dire pendant 8 mois, c'est plus de sport, c'est Exactement. quasiment plus rien. Ouais. Ouais, forcément, ça peut se comprendre que t'as un peu cette appréhension de limite, qu'est-ce que Comment je vais faire pendant 8 mois, Ouais, qu'est-ce que exactement. comment je vais Comment faire. je vais faire, comment je vais reprendre, je vais avoir tout perdu, la muscu, les accros, tout. Pendant ces 8 mois, à partir de quel moment tu t'es dit, ok, là, faut que ça va bien se passer, comme tout le monde me le dit, il faut que je prenne le temps. Quand je vais reprendre, je vais y aller doucement, que ça va être bon. Après les 2 opérations, en fait, on m'avait mis des vis. Et donc, je me suis fait opérer en juillet, en août. Et en novembre, j'ai enlevé les vis. Et je pense que c'est vraiment là, et aussi quand j'ai commencé un petit peu la rééducation des jambes, les exercices du kiné, etc., où je me suis dit, de toute façon, c'est comme ça. En fait, il n'y a pas le choix, je peux pas sauter sur mes jambes. Donc, il n'y a pas le choix, et tout le monde me disait, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut être patient. Quand ça a commencé à rentrer et que de toute façon, je peux pas faire autrement, j'ai accepté, et là, je me suis mis à fond dans la rééduc. Après, c'est vrai que c'était dur parce que je voyais les autres faire et moi, je pouvais pas. Ce qui m'a motivée, c'est que je savais qu'à la reprise, j'allais plus avoir mal, que j'allais pouvoir faire mon parcours jusqu'au JO tranquille et que ça allait être beaucoup mieux qu'avant parce que vraiment, avant, c'était pas possible. Les entraînements, j'avais mal, je souffrais. Ah oui. Et en fait, la motivation, j'avais cette excitation de reprendre pour voir ce que ça faisait de faire la gym sans douleur. Et est-ce que par rapport à ça, du coup, il y a eu des moments où tu t'es dit, peut-être, on laisse tomber la gym parce que ça me fait trop mal, ou non, vraiment, c'était ton objectif premier? Je me suis fait opérer pour aller jusqu'en 2024. Est-ce que maintenant, c'est quelque chose où tu te dis, je vais peut-être plus écouter mon corps et dès que j'ai une douleur, faire plus attention, vraiment plus prendre soin de
mon corps. Ouais, oui, parce qu'en fait, notre corps, c'est notre outil de travail. Tous les jours, on se lève, on fait tout avec notre corps. Donc, si on l'écoute pas, au bout d'un moment, on va pouvoir faire le sport qu'on aime. Donc, oui, forcément, quand j'ai un peu mal, je le dis. Quand là, je me sens pas très bien, que je sens que ça va pas passer, je le dis. Et voilà, on trouve des solutions. Et il faut s'écouter, c'est hyper important. C'est vrai qu'on entend aussi parfois beaucoup de sportifs qui, il y a des années en arrière, disaient un peu pareil, on ne prenait pas assez soin de notre corps physique, on faisait pas trop attention. Tu es quand même assez jeune. Est-ce que même déjà toi, dans tes débuts de gym, est-ce que tes autres, par exemple, coéquipières ou même les parents, tu vois, des jeunes, est-ce qu'on écoutait les douleurs quand même des enfants? Moi, quand j'étais petite et les souvenirs que j'ai du coup de mon cou, de mes genoux, etc. Ouais, on apprenait à travailler avec la douleur en fait. Et voilà, en fait ça a toujours été ça que j'ai connu, donc je faisais avec. Et c'est vrai que maintenant c'est différent et que j'ai aussi compris, comme je disais, que c'était hyper important de savoir là si c'est vraiment on a mal ou si c'est juste parce que je me suis cognée ou pareil. Faut vraiment différencier la fatigue physique où là vraiment on sent qu'on n'en peut plus ou la flemme. Dans ce cas-là, c'est autrement. Plus je grandis, plus je prends en maturité dans la gym et je prends conscience de mon corps. Donc, plus je capte si je suis fatiguée, si j'ai la flemme, si là j'ai vraiment mal. Et voilà. Après, du coup, ta blessure t'est revenue, mais tu n'as pas pu participer aux JO de Paris sous le drapeau français parce que le médecin de la Fédération française de gymnastique avait mis son veto sur ton retour à la compétition alors qu'il ne t'avait pas ausculté. Est-ce que pour toi, c'est normal qu'il ait pris cette décision? Sur le moment, oui, j'étais énervée et oui, je comprenais pas et je suis un peu dans le flou. Mais ouais, j'étais surtout triste et en colère parce que je voulais absolument reprendre la gym et j'avais eu l'accord de mon chirurgien. Donc voilà, et d'autant plus que oui, du coup, il m'avait pas ausculté. Donc en fait, je comprenais pas, juste je comprenais pas. En fait, j'étais dans l'incompréhension et moi, je voulais juste m'entraîner pour refaire des compétitions, quoi. Et vous avez essayé, j'imagine, de peut-être discuter avec lui, enfin essayer de tout faire pour peut-être comprendre cette décision, ou il était vraiment Oui. lui fermé de Bah, son j'ai côté? été accompagnée de ma mère, de ma famille, etc. pour essayer de prendre contact, voir bah, pourquoi, comment ça se fait, etc. Et après, ma mère, elle essayait au plus de me garder un peu loin de ça et de me dire au pire, tu restes concentrée dans ta reprise, dans tes entraînements. Nous, on essaye de gérer ce côté-là. Donc Nadia, du coup, ma coach de maintenant, a soumis l'idée de matcher pour l'Algérie parce que mon papa est algérien, donc de prendre cette autre nationalité pour reprendre les compétitions et tout. Et puis ils m'ont très bien accueilli, à bras ouverts. C'était vraiment génial. Et ma première compétition avec eux, c'était en 2022. Voilà, j'étais très stressée, mais ça s'est super bien passé et c'est là que ça a commencé, toute cette grande aventure avec l'Algérie. Et après, par la suite, en 2023, ma première grande compétition qui a été les championnats d'Afrique. Et par la suite, les championnats du monde. Et l'année d'après, les JO, les Coupes du monde, tout ça. Et pour revenir juste sur le changement, comment on se sent quand même en tant que jeune sportive? On se dit, bah, le pays pour lequel je veux concourir, donc au début la France, limite me claque la porte un peu au nez. Heureusement, j'ai envie de dire que l'Algérie, vous avez réussi à trouver quelque chose, que en plus tu as cette double nationalité. À la maison, il y avait un peu cette double culture. Pas trop. Papa, Okay. il nous a pas trop mis avec l'Algérie, je sais pas pourquoi, parce que en soi, lui aussi, en fait, lui est né en France aussi. C'est vraiment mon grand-père qui est originaire de là-bas. Mon papa, il est né en France, il a vécu en France et il allait quelques fois en Algérie. Il adore l'Algérie, il est très heureux à chaque fois d'y aller. Mais ouais, c'est pas venu naturellement parce que naturellement lui aussi était né en France et a vécu en France, quoi. Du coup, tu concours pour l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris. Oui. Tu gagnes ta médaille d'or, championne olympique. Bravo encore. Merci. Comment on se sent à 17 ans quand on est championne olympique? Franchement, je me rendais pas compte du tout. J'étais juste hyper heureuse en fait d'avoir réussi En fait, je me suis entraînée très dur pour cet objectif et le fait que j'ai réussi, c'était un soulagement. Mais je réalisais pas vraiment que j'étais championne olympique. Enfin, comme en fait, je regardais ça quand j'étais petite.
Je regardais ça sur mon téléphone, les Jeux Olympiques de Londres, les Jeux Olympiques de Rio. Et je me disais, ouais, c'est ouf, imagine avoir une médaille olympique, etc. Et une fois que c'est moi qui l'ai eu, bah pour moi, c'était pas aussi gros que ce que j'avais vu à la télé. Ok, ouais. Comme si j'étais pas légitime, entre guillemets, parce que je suis que moi. Je sais pas comment dire, je sais vraiment pas comment m'exprimer. J'étais heureuse de l'avoir fait, mais comme si mon cerveau il se disait c'est pas possible quoi, c'est un rêve. Et aujourd'hui, tu t'en rends un peu plus Aujourd'hui, je compte? me rends un peu plus compte, Ok. mais je dirais que c'est un peu pareil. Genre, je suis très fière de l'avoir fait. Je me rends compte maintenant que c'était vraiment un long parcours, voilà, avec des difficultés, des joies, etc. Mais je me rends plus compte, ouais, de cette médaille. Mais toujours ce petit truc de waouh, championne olympique quand même. C'est quelque chose. Et comment c'était l'après-JO? Comment on arrive à redescendre un peu ces 2 semaines de folie, d'excitation et se remettre dans ses objectifs, dans le travail, dans les entraînements? Quand je suis revenue de vacances, bah, j'ai repris doucement. Voilà, je m'étais pas mis la pression pour l'année qui allait venir. Je me suis dit, ça y est, c'est l'année d'après les Jeux, je verrai bien ce que je fais. Voilà, là, je veux reprendre la gym tranquille, souffler, être moins sous pression à l'entraînement. Mais ça a été quand même assez compliqué. Parce que déjà que physiquement, c'est dur de revenir. Mentalement, ça a été aussi un peu dur. Je pense que j'ai fait un peu un burn-out après les JO. Que je pensais pas, hein. Tout le monde m'a dit, tu vas voir, va y avoir un petit truc après les JO, normalement. Enfin, normalement. Souvent, chez les sportifs, ça fait ça. Je me disais, mais non, moi, normal. Mais du coup, j'ai eu cette période et c'était vraiment pas cool. Ça a duré parce qu'à l'entraînement, ça allait plus trop. Il y avait cette ambiance, cette atmosphère qui m'allait plus en fait. Et j'ai même pensé à arrêter la gym que À ce moment-là, ouais. jamais j'avais évoqué cette idée à mes parents. Et c'est vrai que là, j'étais arrivée à un stade où j'étais vraiment pas bien. Je voulais plus aller à l'entraînement. J'avais plus de motivation. Ok. J'avais plus de motivation. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, voilà, j'ai plus envie d'être stressée, sous pression, tout ça pour faire des compétitions. Donc j'ai discuté avec mes parents, etc. Et voilà, j'ai pris la décision de changer d'endroit d'entraînement, changer d'entraîneur, etc. Et maintenant, je suis beaucoup plus épanouie. J'ai retrouvé le plaisir d'aller à la gym. Voilà, sans être stressée. J'ai eu de nouveaux objectifs. Et puis, j'aborde aussi les entraînements et surtout les compétitions différemment. Et ça a été que bénéfique. Et voilà, et maintenant, je suis très heureuse et j'ai retrouvé le goût à l'entraînement, le goût aux compètes, le goût à la gym, tout simplement. Pour revenir sur ton changement de club, du coup, il y a le 14 mai 2025, donc ton ancienne entraîneur, qui annonce dans la presse que du coup tu quittes le club d'Avoine. Après son annonce, il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que tu avais été manipulée, notamment par ta maman. Comment est-ce que toi tu l'as vécu de voir toutes ces rumeurs, même le fait que lui le dise publiquement, ce changement de club, que peut-être tu voulais que ça reste privé. Comment tu as réussi à rester un peu dans ta bulle, de te dire c'est aussi de l'extra sportif, faut que je reste focus sur mon sport? Bah exactement, dans cette période, je me suis dit ça. En fait, j'ai pris cette décision pour mon bien-être, pour moi, pour continuer à être heureuse, à performer dans ma gym, etc. Ouais, c'est mon choix, c'est ma vie, ça les regarde pas. Enfin, au pire, ils veulent donner leur avis, bah ok. Et c'est vrai que bah forcément, moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc je vois tout ce qui se passe, mais j'ai essayé de Tu t'es éloignée outre, un tant peu pis, des réseaux sociaux pendant cette période ou pas? Ouais, je me suis éloignée parce que ça allait me faire plus de mal que de bien. Donc tout simplement, je me suis éloignée des réseaux et ouais, je me suis concentrée sur ma vie en fait. Dans une interview, tu avais raconté que tu avais été sous emprise et que tu avais subi des humiliations de la part de ton ancien entraîneur. À quel moment tu t'es rendu compte de ces comportements de sa part? À quel moment tu t'es dit ça, c'est pas normal ce que je suis en train de vivre et il faut que je le signale, il faut que ça s'arrête? Bah, sur la période d'après 2024, j'ai quand même fait 2 compétitions internationales, etc. Et même un petit peu avant, bah, je voyais quand j'étais en stage, en compétition, que bah, les relations entraîneur-entraîné étaient différentes. Mais moi, on m'a toujours répété qu'elle visait pas une médaille olympique, donc c'était pas ça le vrai entraînement, il fallait travailler comme ça, que ça c'était le haut niveau. Donc bah, moi, j'ai connu que ça. Donc je crois, etc. Mais c'est vrai qu'à force de voir à l'extérieur, je me sentais juste intérieurement, je sais pas pourquoi, je me sentais pas bien, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, c'était l'atmosphère. J'avais besoin de voir autre chose, d'essayer de changer de méthode, d'environnement. Et
Et voilà, essayer de changer ça pour moi me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, dans ma gym. Après, malheureusement, donc, des histoires d'humiliation, d'agression, d'harcèlement, en fait, on en entend beaucoup parler. Alors, plus ces dernières années dans différents sports, qui concernent très souvent quand même des jeunes filles. Pour toi, est-ce que ces sujets-là, ils sont suffisamment pris au sérieux? Pour moi, c'est souvent caché. Et en fait, quand on est dedans, on a peur en fait d'en parler. On se dit peut-être c'est pas nous, peut-être on est folle, on se fait des idées. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents vraiment à l'écoute. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans l'idéal pour que cette mentalité elle change et inciter les personnes qui sont victimes de ça, d'arriver à en parler un peu plus? Il faudrait avoir un suivi déjà. Psychologique, pouvoir parler à quelqu'un en fait. Parce qu'on n'a pas tous forcément envie de parler à nos parents, de parler à nos amis, être accompagné. Je trouve que c'est hyper important et moi je l'ai pas été et j'ai appris à l'être maintenant. Et c'est ça qui peut aussi peut-être aider à parler. Est-ce que c'est difficile d'être une femme qui évolue dans le haut niveau sportif? C'est vrai que quand on dit une femme qui fait un sport de haut niveau, on doit se dire vite fait, un sport vite fait. Ouais, c'est ça. De haut niveau, c'est facile, c'est vite fait, ça doit être facile. Alors que c'est vrai, quand on voit un homme musclé, voilà, moi j'ai fait ça, c'est tout de suite plus impressionnant. Est-ce que parfois on parle aussi du fait qu'avec les justes au corps, les tenues, parfois il y a aussi le mot sexualisation des corps des gymnastes qui vient avec. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu t'es déjà peut-être senti un peu regardé bizarrement ou peut-être un peu mal vécu? Ouais, je dirais que c'est plus sur les réseaux. Okay. C'est plus sur les réseaux, quand on a les photos de compétition, les vidéos qui sortent, c'est vrai que des fois il y a des commentaires hyper déplacés. C'est un sport, c'est une tenue, ça a toujours été comme ça. En soi, la gymnastique, on a toujours eu un juste corps et après c'est vrai que on est tout le temps exposé avec un juste corps qui colle à la peau, qui moule le corps. Donc nous on est habitués, mais après je peux comprendre que pour des personnes par exemple qui n'ont jamais connu la gym ou qui n'ont jamais vu de tenue, ils peuvent se dire mais waouh, elle s'entraîne vachement déshabillée. C'est une tenue réglementaire, on n'a pas le droit de s'entraîner, et surtout en compétition, de matcher autre qu'avec ça. Après, il y a eu là récemment, c'est souvent les Allemandes qui les portent. Okay. Ça a été autorisé en fait les justes au corps, mais en combinaison. Donc en fait, c'est un juste au corps, mais au lieu que ça s'arrête comme ça, en fait, ça continue en legging en fait, en legging jusqu'au pied. Et maintenant, c'est autorisé. Les esprits avancent et les tenues et l'esprit s'ouvrent et voilà, au moins on sait qu'on a la possibilité et le choix de mettre un peu ce qu'on veut. On est à 2 ans et demi des Jeux Olympiques de Los Angeles. Oui. J'imagine que c'est dans tes objectifs. Oui. Comment tu te prépares? Alors chaque année déjà il y a un championnat du monde, donc c'est souvent en octobre. Et ensuite à partir de janvier jusqu'à juin-juillet, il y a plein d'étapes de Coupe du Monde. Puis je fais ces Coupes du Monde pour m'entraîner à rester sur les plateaux de compétition. Et ensuite ça reprend. Les championnats du monde, le gros objectif. Ensuite, un petit peu de repos. Et janvier, juillet, toutes les étapes de Coupe du Monde. Ça jusqu'au JO. Et ensuite, quand ce sera les JO, ce sera les étapes de Coupe du Monde. Et au lieu d'être en vacances, il y aura le Los Angeles 2028. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. Kayla, d'être venue te confier à nous. J'espère que ça va pouvoir inspirer beaucoup de jeunes qui nous regardent. Merci d'avoir parlé de ton parcours, d'avoir tout détaillé. Merci. T'as un dernier petit mot à faire passer ou pas? Oui, c'est un message d'ailleurs à travers mon livre que je fais passer à travers mon histoire aussi. C'est la résilience et toujours se relever quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles sur la route. Il faut toujours croire en soi et se relever, surtout c'est hyper important. Il y aura forcément du soleil au bout du chemin. Et c'est un message que tu pourrais dire à la petite Kayla? Oui, je pense que l'entendre, ça lui aurait fait du bien. J'ai une dernière petite question. Quel artiste ou personnalité tu verrais à ta place pour un prochain épisode du 22h22? J'adore regarder Léna Situation. Ok. J'adore la façon dont elle s'exprime, donc voilà, j'aimerais bien la voir ici. Si Léna Situation veut venir dans notre petit camping, c'est avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce 3e épisode du 22h22 avec Kayla. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine!